Je vais enchaîner directement avec le profil donc bactériologique de ces infections invasives dans notre contexte à Marrakech. Euh, alors, ça marche pas. Alors, vous savez très bien que les infections invasives, qu'elles soient à méningocoque ou à pneumocoque ou à Haemophilus influenzae petit b, sont les conséquences d'une situation de portage, d'une colonisation au niveau des voies respiratoires supérieures et par ces bactéries. Et donc, à l'état normal, les défenses naturelles de notre organisme vont nous débarrasser de ces bactéries de portage, mais quand il y a des facteurs favorisants, des facteurs prédisposants, donc l'infection invasive, elle va s'installer et elle va passer par plusieurs étapes. Il y a d'abord la translocation de ces bactéries de la muqueuse vers le sang. Au niveau du sang, donc, ces bactéries vont survivre et vont se multiplier. Et puis, bien sûr, par la suite, l'éventuelle traversée de la barrière hématoméningée avec ces bactéries qui vont se multiplier au niveau du liquide cérébrospinal. Alors, le principal facteur de risque de cette infection invasive, c'est le fait d'être porteur d'une souche vis-à-vis de laquelle l'enfant il n'a pas d'immunité antérieure, ni naturelle, ni vaccinale. Ou encore, être porteur d'une souche qui est extrêmement virulente ou hyper invasive et vous savez très bien que seules ces souches capsulées sont responsables de l'infection invasive. Et donc, il y a des facteurs de virulence, notamment la capsule. Et cette capsule, elle joue un rôle très important parce qu'elle protège la bactérie contre la dessiccation, contre la phagocytose, contre la bactéricidie qui est médiée par le complément. Et donc, elle joue un rôle notamment dans la colonisation, dans l'invasion et dans la transmission. Alors, les autres facteurs de risque sont en rapport notamment avec le jeune âge et l'immaturité immunitaire, l'inoculant bactérien et donc la charge bactérienne importante, l'éco-infection, qu'elle soit virale ou des infections bactériennes, un mycoplasme par exemple, qui vont jouer un rôle, qui vont fragiliser la muqueuse et qui vont donc jouer aussi un rôle dans la colonisation et l'invasion. Et puis, il y a encore des facteurs génétiques prédisposants, notamment un déficit en facteurs du complément. Alors, pourquoi les données bactériologiques sont importantes? Parce que ces données bactériologiques vont nous permettre de confirmer l'étiologie bactérienne de l'infection. Est-ce qu'on a une infection invasive à méningocoque, à pneumocoque, etc. Parce que des fois, on a une grande diversité des souches. Il y a des souches qui sont hyper virulentes, extrêmement invasives, et donc qui s'associent à un risque accru d'infections sévères qui peuvent influencer la prise en charge de cette infection invasive. Ces données bactériologiques nous permettent également de mettre en place les mesures préventives dans l'entourage, en matière de vaccination ou en matière de chimioprophylaxie. Ils vont nous permettre également d'identifier le risque épidémique. Est-ce qu'on est devant des cas groupés? Est-ce qu'il y a une augmentation d'incidence des cas? Et donc, vous voyez que les objectifs sont à la fois et diagnostiques et épidémiologiques. Alors, le diagnostic, comme ça a été très bien présenté par professeur Lada, il est évoqué par la clinique. Il est confirmé sur le plan bactériologique par les différents examens de laboratoire. Alors, l'examen direct permet de visualiser les bactéries dans un prélèvement. Donc, il permet une orientation rapide. Il permet de poser le diagnostic pour ces sites qui sont censés être stériles. La culture va nous permettre d'isoler la bactérie, donc on va pouvoir l'identifier, on va pouvoir faire un sérogroupage, un sérotypage de ces souches isolées. L'antibiogramme, il est systématique pour ces souches isolées d'infections invasives. Donc, c'est un antibiogramme classique qui est complété par la détermination, bien sûr, des concentrations minimales inhibitrices qui sont nécessaires pour mieux prévoir l'efficacité thérapeutique pour ces infections invasives. Alors, le diagnostic moléculaire par PCR, il occupe une place importante dans le diagnostic des méningites, et notamment avec les nouvelles techniques d'approche syndromique qui vont nous permettre, dans un seul prélèvement, de donc rechercher à la fois l'Haemophilus influenzae, le méningocoque, entre autres le méningo, l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque. Alors, c'est une surveillance à partir des données du laboratoire. On va essayer de dresser le profil microbiologique de ces infections invasives. Donc, nous avons pris la période entre 2010 et octobre 2018 chez l'enfant au CHU de Marrakech. Et nous avons inclus toutes les souches de pneumocoque, méningocoque et Haemophilus influenzae petit b isolées chez l'enfant à partir des méningites, des bactériémies et des pleurésies. Et nous avons inclus également les méningites confirmées par PCR, sachant que nous n'avons eu la disponibilité de la PCR dans notre laboratoire qu'à partir de mars 2018. Alors, on va commencer par la distribution générale, d'une façon générale, la distribution de ces infections invasives. Alors, sur cette période, 244 infections invasives documentées microbiologiquement ont été donc retrouvées. Le pneumocoque, il a occupé la première place, donc 55% de ces infections invasives, suivi par le méningocoque, 38%, et l'Haemophilus influenzae petit b, 7%. Alors, une prédominance masculine a été retrouvée avec un sexe ratio de 1,2 et un âge moyen de 3 ans. Alors, ces infections invasives étaient représentées principalement, je ne sais pas, il y a eu un petit décalage,
peut-être incompatibilité. Alors, ces infections invasives étaient représentées principalement par les bactériémies et les méningites. Les pleurésies ont représenté 13%, 13% de ces infections invasives. Et on voit bien que le pneumocoque, il a dominé le profil de ces trois sites infectieux. Quand on prend que ce soit pour la pleurésie et la bactériémie, pour la méningite, il a donc les méningites à pneumocoque ont représenté 54%, 40% pour les méningites à méningo et 7%, c'est ce qu'on ne voit pas ici, 7% pour les méningites à Haemophilus influenzae petit b. Alors, quand on voit un petit peu la fréquence mensuelle de ces infections invasives chez l'enfant, et là, tout site infectieux confondu et toute espèce bactérienne confondue, on voit que le nombre d'infections invasives commence à augmenter à partir de février, mars, avril, et puis à partir de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, en fait, ces infections étaient fréquentes au printemps et en hiver, et donc cette variation saisonnière serait en relation avec les infections virales saisonnières, la grippe ou autres virus respiratoires qui joueraient un rôle facilitateur. Et donc on voit que c'est ce qui est rapporté même au niveau de la littérature, parce qu'il est admis communément que ces infections invasives bactériennes chez l'enfant, elles surviennent soit en même temps, soit légèrement décalées dans le temps avec les épidémies hivernales. Alors, ces infections invasives ont touché principalement l'enfant de moins de 1 an, donc 48% des cas, suivi par l'enfant entre 4 et 10 ans dans 25% des cas, et l'enfant entre 1 et 4 ans dans 23% des cas. Donc, on peut dire qu'ils ont touché principalement l'enfant de moins de 4 ans dans 71% des cas. Alors, quand on suit l'évolution de ces infections invasives entre 2010 et octobre 2018, là aussi, toute espèce confondue et tout site infectieux confondu, on voit qu'ici, il y a une fluctuation qui est légèrement stable, mais il y a une diminution entre 2014 et 2015, suivie par une augmentation à partir de 2015, et c'est une augmentation de ce nombre d'infections invasives chez l'enfant qui se continue jusqu'à 2018. Quand on décortique un petit peu cette évolution selon les 3 espèces bactériennes, avec le pneumocoque qui domine bien sûr le profil, on voit qu'il y a une diminution des infections invasives à pneumocoque entre 2010 et 2014, une diminution importante entre 2014 et 2015, et qu'à partir de 2015, ça commence à grimper et ça se continue jusqu'à 2018. Alors, concernant le méningocoque et l'Haemophilus influenzae, on voit, il y a une fluctuation qui est légèrement stable, on peut dire que c'est légèrement stable entre 2010 et 2018. Alors, les infections invasives à méningocoque, comme ça a été très bien dit par le professeur Alada, c'est des infections graves, épidémiques, ça comprend les méningites, la méningococcécémie dans le purpura fulminans. C'est des infections qui mettent en jeu souvent le pronostic vital et qui nécessitent bien sûr une antibiothérapie en extrême urgence. Alors, dans notre contexte, les infections invasives à méningocoque ont représenté 38% de ces infections invasives chez l'enfant durant cette période. Alors, représentées principalement par les méningites dans 86% des cas. Et quand on suit l'évolution, on revient à cette évolution entre 2010 et 2018, donc on peut dire qu'il y a eu une petite diminution en 2013-2015, que ça a grimpé un petit peu entre 2015 et 2017, et qu'à partir de 2017, on a eu une diminution du nombre par rapport à 2017 en 2018. Alors, quand on prend les méningites à méningocoque, et on voit bien que ces méningites à méningocoque ont touché principalement l'enfant de moins de 1 an dans 48% des cas, l'enfant entre 1 et 4 ans dans 28% des cas, et l'enfant entre 4 à 10 ans dans 17% des cas. Donc là aussi, c'est le jeune enfant qui est touché par cette méningite à méningocoque dans 76% des cas. Quand on suit l'évolution de la distribution des méningites à méningocoque selon les sérogroupes, on voit bien que ce sont les méningites à méningocoque de sérogroupe B qui ont dominé le profil. Les autres sérogroupes restaient minoritaires, 4% pour le C, le W et le Y et 2% pour le A. Et quand on suit l'évolution entre 2010 et 2017, on voit qu'on a eu en 2011 du A, du C et du W, on a eu du W en 2013, du Y en 2016, mais à part ça, sur les autres années, et notamment en 2017, toutes les méningites à méningocoque étaient de sérogroupe B. Alors, 2% ont présenté une résistance à la PNIG et toutes les souches retrouvées dans les infections invasives et dans les méningites étaient sensibles aux céphalosporines de 3e génération et au fluoroquinolone. Alors, concernant l'infection invasive à Haemophilus influenzae petit b, vous savez très bien que la généralisation de la vaccination anti-Haemophilus influenzae petit b, elle a bouleversé le schéma épidémiologique qui est reconnu, et donc on a une baisse très importante de l'incidence des infections à Haemophilus influenzae petit b, notamment en particulier les méningites. Donc ça a beaucoup diminué. Alors,
Dans notre contexte, donc ces infections invasives à Haemophilus influenzae petit b ont représenté 7% de ces infections invasives, représentées principalement par les méningites. Sur le plan sensibilité aux antibiotiques, il y avait une seule souche qui était productrice de bêta-lactamase, donc avec une résistance à l'amoxicilline, et qui a présenté également une sensibilité intermédiaire à l'amoxiclave et aux céphalosporines de première génération, mais toutes les souches restaient sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Quand on suit un petit peu l'évolution de ces méningites à Haemophilus influenzae petit p selon les tranches d'âge touchées. Donc on voit qu'en 2010, il y avait un cas chez un nourrisson de 6 mois. En 2013, il y avait un cas chez un nourrisson de 2 mois. C'était un nouveau-né en 2014 qui a présenté une méningite à Haemophilus influenzae petit p. En 2016, il y avait 2 cas chez un nourrisson à 5 mois, il y a eu 2 nourrissons à 5 mois et à 8 mois. Et en 2018, il y avait un enfant qui avait 4 ans qui a présenté une méningite à Haemophilus influenzae petit p. Donc, c'est des enfants qui doivent être explorés et sur le plan voir leur statut vaccinal, est-ce qu'ils ont eu un schéma vaccinal complet ou incomplet, et les explorer sur le plan immunitaire également pour voir où est le problème. Alors on va voir, j'ai laissé en dernier le pneumocoque pour toutes les particularités qu'il présente et toute la part importante qu'il représente dans l'infection invasive dans notre contexte. Alors vous savez très bien que les infections à pneumocoque sont fréquentes, sont sévères et que les sérogroupes, les sérotypes qui sont en cause sont préférentiellement ceux qui sont en portage rhinopharyngé, qui colonisent le rhinopharynx et qui sont d'ailleurs à l'origine de plus de 75% des infections pneumococciques sévères. Alors, pour l'infection invasive dans notre contexte à pneumocoque, elle a représenté 55% de l'ensemble de ces infections invasives, représentées principalement par les bactériémies et les méningites. Quand on suit un petit peu l'évolution, là, tout site infectieux confondu, l'évolution de ces infections invasives à pneumocoque entre 2010 et 2018, sachant que le vaccin antipneumococcique par le PCV13 a été introduit en 2010, remplacé en 2012 par le vaccin antipneumococcique PCV10. Donc il y a eu une diminution. On voit bien que les infections invasives à pneumocoque ont diminué entre 2010 et 2014. Il y a une diminution importante qui est notée entre 2014 et 2015. Et puis là, à partir de 2015, ça commence à augmenter et ça se continue également jusqu'à 2018. C'est exactement ce qui est retrouvé quand on prend les méningites à pneumocoque. On voit bien que les nombres de méningites à pneumocoque ont commencé à augmenter à partir de 2015 jusqu'à 2018. Bon, si on veut, la PCR, c'est vrai qu'elle a été introduite à partir de mars 2018, mais c'est vrai qu'elle a permis de récupérer quelques cas de méningites décapités par un traitement antibiotique, notamment des méningites à pneumocoque. Alors, concernant les méningites à pneumocoque, ils ont touché principalement l'enfant de moins de 1 an, dans 48% des cas, suivi par l'enfant entre 4 et 10 ans, dans 33% des cas, et l'enfant entre 1 et 4 ans, dans 18% des cas. Donc là aussi, on peut dire que c'est l'enfant de moins de 4 ans qui a été touché dans 66% des cas. Donc, que ce soit pour les méningites à méningocoque ou les méningites à pneumocoque, c'est essentiellement le petit enfant de moins de 4 ans qui a été touché, et sachant que pour les méningites à pneumocoque, leur fréquence a augmenté ces dernières années chez l'enfant de plus de 4 ans. Alors, pour suivre l'évolution de la distribution des sérotypes de ces pneumocoques isolés dans les méningites, donc on a eu 52 souches sérotypées et on voit très bien, donc là c'est les sérotypes inclus dans le PCV10 et là c'est les sérotypes qui sont inclus dans le PCV13. On voit qu'il y a la prédominance de certains sérotypes non vaccinaux comme le 19 non vaccinal, comme le 15, comme le 11A, le 12F. Et puis également le 19A, le 3, le 23F. Donc il y a certains sérotypes qui ont dominé le profil de ce méningite à méningocoque. Si on décortique un petit peu dans les méningites l'évolution des sérotypes, là en bleu ce sont les sérotypes vaccinaux, les méningites à sérotype vaccinal à PCV10. En orange nous avons les méningites à sérotype non vaccinal et en vert nous avons les méningites à sérotype inclus dans le PCV13. Alors on voit très bien que entre 2010 et 2014 il y a une diminution, on peut dire qu'il y a une diminution des méningites à sérotype vaccinal et à partir de 2015 on a une augmentation des méningites à sérotype non vaccinal, notamment avec les sérotypes inclus dans le PCV13.
Alors, quand on prend les sérotypes, on essaie encore de décortiquer un petit peu. Alors, on prend les sérotypes vaccinaux qui sont responsables des méningites à pneumocoque entre 2010 et 2018. Là, en bleu, nous avons les sérotypes du PCV10. En vert, nous avons les sérotypes du PCV13. Sachant qu'à partir que les sérotypes 3, 6A et 19A ne sont plus couverts par la vaccination à partir de 2013. Et là, on note très bien qu'à partir de 2015, aucun sérotype vaccinal n'a été retrouvé, mais on continue à avoir les sérotypes inclus dans le PCV13, notamment le 3 et le 6A. Donc, si on veut voir un petit peu l'impact de la vaccination sur justement la distribution de ces sérotypes, il y a eu une régression très importante des sérotypes qui sont couverts par le PCV10 dans les méningites, qui passe de 75% en 2010 à 14% en 2014, et à partir de 2015, on a une couverture sérotypique de 100%. Quand on prend les sérotypes non vaccinaux, là aussi entre 2010 et 2018, on a que les sérotypes non vaccinaux, ils ont augmenté sur les dernières années et qu'à partir de 2013, il y a une augmentation des méningites à sérotypes non vaccinales. Donc il y a un remplacement sérotypique qui est majeur, qui est retrouvé. Je vous rappelle juste que le pneumocoque, c'est une bactérie qui a cette capacité de réagir à la pression vaccinale par un phénomène de commutation, de remplacement de capsules. Et donc, et le vaccin d'ailleurs, le vaccin va agir en fait comme un antibiotique, c'est-à-dire il exerce une pression de sélection, il va sélectionner ces bactéries qui ont commuté. Quand on s'intéresse un petit peu à la sensibilité aux antibiotiques, on voit que dans les méningites à pneumocoque, les souches de sensibilité diminuées aux pénicillines ont représenté 23%, et cette sensibilité diminuée aux pénicillines a été retrouvée principalement chez les sérotypes non vaccinaux. Alors, concernant le profil de sensibilité aux antibiotiques, là aussi, il a varié selon les sites infectieux. Donc, la résistance à la pénigie a été retrouvée dans 23% dans les méningites, 18% dans les bactériémies. Aucune souche résistante à la pénigie n'a été retrouvée dans les pleurésies. Toutes les souches étaient sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Et on trouve, concernant la résistance aux macrolides, l'incomycine et les quelques souches qui ont résisté à l'agenta et au fluoroquinolone, elles ont été retrouvées principalement chez les souches de sensibilité diminuée aux pénicillines. Comme vous le savez, ça s'explique par la co-sélection croisée de la résistance chez le pneumocoque. Donc, si on veut récapituler un petit peu les données que nous avons retrouvées concernant les infections invasives chez l'enfant au CHU de Marrakech, on peut dire qu'elles étaient représentées principalement par les méningites et les bactériémies, que le pneumocoque a occupé la première place suivie par le méningocoque, que cette prévalence était stable, on peut dire qu'elle est restée stable entre 2010 et 2014, mais à partir de 2015, on note une augmentation des infections invasives, et cette augmentation, on le rapporte principalement avec l'augmentation de l'infection invasive à pneumocoque. Et c'est essentiellement l'enfant, le petit enfant, qui est le plus touché par ces infections invasives. Alors, concernant le méningocoque, les infections invasives à méningocoque, leur prévalence, on peut dire qu'elle est restée un peu une fluctuation légèrement stable entre 2010 et 2018, que leur fréquence était principalement élevée chez les moins de 1 an, mais aussi chez l'enfant entre 1 et 4 ans. Il y avait un taux de létalité associé à 11% et une association avec un purpura fulminans dans 19% des cas. Donc, on peut dire qu'il y a cette prédominance des méningites à méningo de sérogroupe B, principalement dans notre contexte, et que les souches qui ont été impliquées dans les méningites restaient sensibles aux céphalosporines troisième génération et au fluoroquinolone. Alors, concernant l'impact de la vaccination antipneumococcique chez l'enfant, donc ce qu'on peut ressortir de ces données, c'est que depuis 2015, on a un problème d'augmentation des méningites à pneumocoque, qu'il y a une disparition des méningites qui sont liées au sérotype couvert par le PCV10 et qu'il y a une persistance des méningites liées au sérotype couvert par le PCV13, notamment le 3, le sérotype 3 et le 6A, avec bien sûr l'implication des sérotypes non vaccinaux, le 12F, le 23A, le 15 essentiellement, et une progression de certains sérotypes, le 15, le 12F, et sur les 3 dernières années. Alors, c'est une méta-analyse qui a été faite qui a reproduit 68 publications réalisées sur 27 pays et qui a étudié justement l'impact de la vaccination sur la distribution des sérotypes et qui rapporte exactement à travers différentes publications les mêmes données. L'impact majeur de l'incidence de la vaccination sur l'incidence des infections invasives chez l'enfant, ce phénomène de remplacement par les sérotypes non vaccinaux et l'augmentation de la diversité des sérogroupes incriminés, donc ce qui rejoint un petit peu les données que nous avons retrouvées. Donc en conclusion,
On peut dire que dans notre contexte à Marrakech, la problématique des infections invasives chez l'enfant, elle est posée principalement par les méningites à pneumocoque à sérotype non vaccinal et par les méningites à méningocoque de sérogroupe B. Donc une surveillance clinique, une surveillance continue du portage et de l'infection, elle est indispensable pour pouvoir suivre cet impact, pour pouvoir détecter précocement les sérotypes de remplacement et les tendances en matière de résistance aux antibiotiques. Et donc c'est une surveillance épidémiologique, clinique et microbiologique. Et donc une collaboration clinico-biologique, elle est fondamentale pour mieux prendre en charge ces infections invasives et pour mettre en place des recommandations en matière aussi, pour orienter les recommandations en matière de vaccination. Et je vous remercie pour votre attention.